On s'est pris un tsunami dans la figure. On comprend pas, en fait. Et on rentre chez nous, en fait, avec cette douleur et cette incompréhension et ce verdict. Bienvenue dans 13h15 de samedi. Au sommaire aujourd'hui, une incroyable affaire qui ressurgit du passé, celle de la disparition de Françoise Aumann, jeune représentante commerciale qui disparaît il y a 32 ans. Alors pourquoi la justice vient-elle de rouvrir l'enquête? Parce qu'un homme a croisé le chemin de la jeune femme. Cet homme, c'est Jean-Marc Reiser. Il est, comme dans l'affaire Sophie Le Tan, datant de 2018, le dernier à avoir vu vivante la jeune femme. De troublantes similitudes qui réveillent ce dossier pourtant déjà jugé devant la cour d'assises. À l'époque, le parquet ne pouvait faire appel. Aujourd'hui, l'espoir pour ses proches d'enfin connaître la vérité vient de se réveiller. 2 enquêtes et un seul suspect. Document 13h15 signé Sarah Oultaf, Jean-Baptiste Jacquet, Laura Lecartier et Sarah Young. Un groupe de promeneurs a découvert dans la forêt communale de Rolsheim un crâne. Le profil génétique de Sophie Le Tan a été mis en évidence par le laboratoire de police scientifique de Paris. Je ne la connais pas. Vous ne trouverez jamais trace de cette personne chez moi. Jamais il n'avouera. Le fait qu'il y ait eu le drame de Sophie, voilà, on peut s'imaginer un petit peu. Enfin, moi, je suis persuadée qu'il s'est passé la même chose avec ma sœur. La dernière personne à avoir rencontré Sophie et Françoise Aumann, c'est M. Reiser. Lorsqu'il est acquitté par la cour d'assises de Strasbourg en 2001, il regarde les policiers et il leur dit « Je les ai bien eus ». Ça va être dur? Ça ne sera pas simple. Partis cueillir des champignons, vont faire une terrible découverte. Les restes d'un corps démembré, sous des branchages en plusieurs endroits. Cette forêt de Rolsheim, à 30 km de Strasbourg, avait pourtant été ratissée par les gendarmes. Quelques jours plus tard, les analyses ADN confirment ce que la famille attendait et redoutait à la fois. Après plus d'1 an sans réponse, le corps de Sophie a finalement été retrouvé dans un état déplorable, un corps démembré, incomplet. Les horreurs qu'elle a subies sont atroces et inhumaines. Penser à ce qu'elle a vécu nous déchire le cœur. Ces actes abominables sont pour nous inacceptables et continueront à nous torturer tout au long de nos vies. Évidemment que c'est un moment très difficile aujourd'hui, la découverte. Même si on a parlé de soulagement, ce n'est en aucun cas vraiment un soulagement. Évidemment, l'espoir n'est plus, laisse place au chagrin, mais la famille a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé. On sent qu'on a encore un rôle important à jouer auprès de la famille Le Tan. Pour le soutien, pour l'accompagnement. Voilà, on a de l'énergie, on est déterminé, on est motivé, donc on peut les accompagner comme on le fait depuis le début. Aux côtés de la famille de Sophie, des amis, mais aussi de simples citoyens organisés en collectif. Depuis 1 an, ce sont eux qui, sur leur temps de repos, sondaient les lacs, arpentaient les sous-bois autour de Strasbourg pour trouver Sophie Le Tan,
Ils ont trouvé un sac. Il n'y a rien qui me lie à la famille Le Tan, mais personnellement et moralement, j'ai un lien. Je suis juste une maman, moi. Je suis juste une maman. Et c'est vrai que je suis impliquée parce que j'ai des valeurs, des principes. Quand on fait quelque chose, on le fait bien. Et j'ai un devoir moral d'aller jusqu'au bout. La forêt de Rosheim, le collectif l'avait quadrillée en vain. L'annonce fut un véritable choc pour tout le monde. On a tous été hyper choqués. C'est un mélange entre une profonde tristesse en fait et un soulagement. Notre crainte était de ne jamais retrouver Sophie. On n'était pas loin et c'est vrai qu'on a été beaucoup moqués, décriés, aller chercher en forêt. Voilà, ça paraissait farfelu pour beaucoup de personnes. Pour nous, non. On était convaincus. Il n'y a pas de frustration. On aurait pu passer 10 fois à côté, ou à 1 kilomètre, à 5 mètres. Voilà, elle a été retrouvée, c'est l'essentiel. Voilà 1 an que Sophie avait disparu dans la banlieue de Strasbourg, à Schiltigheim. Que s'est-il passé le 7 septembre 2018 ? Sophie, c'était une étudiante sérieuse, courageuse, estimée de tous. Sophie était la référente de la famille qui s'occupait de sa sœur plus jeune, Sylvie. Sophie aidait les parents qui sont des réfugiés d'origine vietnamienne à s'occuper de toutes les démarches administratives. Alors une fugue, impensable pour ses parents, anéantis par le chagrin. Elle a disparu le jour de ses 20 ans. Il devait fêter son anniversaire en famille, le soir même. Là, ce sont des photos de Sophie, quand elle avait 2 ans. À chaque fois que je regarde ces photos, je me sens profondément déchiré. C'est tellement douloureux. Sophie a toujours été une fille gentille, qui veille bien sur sa famille et qui aide ses parents dans les tâches ménagères. Elle avait aussi beaucoup de sérieux dans ses études. Chaque fois que je pense à elle, mon cœur est de nouveau brisé. Elle nous manque beaucoup. Et nous ne cessons pas de penser à elle. L'occupant de l'appartement que Sophie était venue visiter s'appelle Jean-Marc Reiser. C'est le dernier à l'avoir vue vivante. Qui est cet homme devenu le principal suspect? Il a alors 58 ans et tout au long de sa vie, il a fréquenté le milieu étudiant. Il venait d'ailleurs de reprendre ses études à l'université de Strasbourg
il y suivait des cours d'histoire de l'art et d'archéologie byzantine. Il a fait des études, ce qui n'est pas le parcours, je dirais, de l'homme à peu près banal et ordinaire, issu du milieu social dont il est issu. Mais c'est un homme qui s'est battu pour essayer de creuser son chemin de vie, notamment professionnel. C'est quelqu'un qui n'est pas un érudit, mais qui a un intérêt marqué pour, je dirais, des matières qui n'intéressent pas tout un chacun. L'éternel étudiant a grandi à 50 km de Strasbourg avec sa sœur et ses parents sur les hauteurs du village de Meisenthal. Une maison dans les bois, car son père était garde forestier. Enfant, Dominique était l'un des meilleurs amis de Jean-Marc Reiser. On allait se promener dans les forêts, on faisait des cabanes, on allait dans des rochers, on faisait plein de choses, quoi, qu'on ne fait plus aujourd'hui, quoi. Quand on allait se promener, il savait où on allait, où il voulait aller, enfin, il connaissait les chemins, quoi. Il connaissait la forêt par cœur. Il aimait bien, c'était son truc, la nature, les arbres. Il lui arrivait même de disparaître plusieurs jours, seul, dans la forêt, tellement il s'y sentait chez lui. Un enfant mystérieux. Il parlait pas de lui, en fait. C'est-à-dire, vous n'arriviez pas à le faire parler de son père, de sa mère. Il parlait de personne. En fait, il gardait tout en lui. Hein, moi, j'ai déjà vu qu'il avait l'air triste. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, il parlait pas de lui. C'était quelqu'un qui... Voilà, on n'arrivait pas à le situer, en fait. Moi, qui étais son ami, j'aurais pas pu vous dire ce qu'il pense, en fait. L'enfant taciturne est devenu un suspect retors. Lorsqu'il est interrogé par la police, il s'enferme dans ses dénégations. On lui montre la photo de Sophie. Il dit « je la connais pas, je l'ai jamais vue ». Les policiers du SRPJ perquisitionnent chez M. Reiser. Ils s'aperçoivent que tout a été nettoyé, la baignoire, le lavabo. M. Reiser avait démonté des siphons. Et il avait, avec du détergent, fait un nettoyage minutieux. Grâce au Blue Star, le Blue Star est un produit qui permet de faire ressortir des traces de sang qui ont été effacées. Grâce à ce produit, on voit que beaucoup de sang de Sophie figure dans la salle de bain. Il ne peut plus nier que Sophie est venue chez lui, puisqu'on a retrouvé l'ADN de Sophie dans la baignoire. Alors Jean-Marc Reiser s'adapte et change de version. Jean-Marc Reiser a reconnu que la jeune Sophie Le Tan était montée dans son appartement, qu'elle était blessée à une main, que cette blessure était sanguinolente, qu'il lui a donné les moyens de se soigner sur place et qu'il explique que s'il y a eu présence et découverte de la présence de sang de Sophie Le Tan dans son domicile, c'est que la plaie de Sophie Le Tan doit être à l'origine de la découverte de cet ADN lui appartenant. Quelques mois plus tard, la police scientifique passe la cave de Jean-Marc Reiser au peigne fin. Ils se servent à nouveau du Blue Star qu'ils aspergent sur les effets personnels du suspect. Une scie sur le manche de laquelle il y a le sang de Sophie. On va retrouver des chaussures de M. Reiser sur lesquelles il y a le sang de Sophie. On va retrouver la veste de M. Reiser sur laquelle il y a le sang de Sophie. Les experts disent bien que tout le sang retrouvé ne correspond pas à une petite coupure au doigt. Ça a été un carnage. Et la dernière expertise qui montre que le corps a été découpé avec un instrument sont des preuves énormes contre M. Reiser. Donc, peu importe que M. Reiser avoue ou nie, l'aveu n'est pas la reine des preuves. La reine des preuves, ce sont les éléments scientifiques. Oui, M. Reiser a tendu un piège à Sophie avec son annonce. Oui, M. Reiser a fait monter Sophie chez lui. Oui, Sophie n'en est pas ressortie vivante.
autre jeune femme a croisé la route de Jean-Marc Reiser. Elle s'appelait Françoise Aumann. Elle avait 23 ans. En Espagne. Alors, elle avait tout, portait tout le temps ce haut, là, tu vois, sur toutes les photos. Oui. Ouais, elle est vraiment belle, celle-là. C'est vrai. Et là, on est toutes les deux en maillot de bain. Ça, c'est vous deux? C'est nous deux, non, Françoise et moi. Vous étiez proches? C'était la grande sœur. Hein. C'est elle qui m'apprenait plein de choses. J'allais la voir dans sa chambre, je toquais à la porte. Tu peux me faire un chignon? Je l'ai pas connue, si je peux pas le son de sa voix ou j'ai pas de souvenir, mais ouais, il y a... Et puis souvent on lui dit ah ben est-ce que tu ressembles à ta tante? Ouais, ça aussi. Alors là. Ça vous fait plaisir de revoir toutes ces images? Oui. Ça fait du bien. Ça fait que depuis 1 an et demi maintenant qu'on les ressort. Depuis l'affaire de Sophie Le Tan. Avant tout ça, c'était caché. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de faire un deuil, en fait. Et on a enfermé tout ça dans une armoire à clé. Et en fait, quand c'est arrivé avec Sophie, je l'ai revécu. Ça te replongeait plus de 30 ans en arrière. C'était il y a 33 ans exactement. Le 7 septembre 1987, dans le quartier de Haute-Pierre à Strasbourg. Françoise Aumann faisait du porte-à-porte pour vendre des aspirateurs, un petit boulot en attendant mieux. À l'époque, Jean-Marc Reiser habitait ici, au rez-de-chaussée. Françoise avait commencé sa tournée par les étages supérieurs. Reiser est le dernier habitant chez qui elle est entrée. Trois semaines plus tard, Françoise est introuvable. J'ai toujours de l'espoir, mais j'ai peur. Peur de quoi? Peur de ne pas la retrouver. Hein. Ou si je la retrouve... À l'époque, les policiers suspectent surtout le petit ami de Françoise. Ils n'ont ni corps, ni empreinte digitale, et les recherches d'ADN n'existent pas. Et l'autre suspect, Jean-Marc Reiser, se dit innocent. Reiser a toujours, systématiquement, devant chaque interlocuteur, dit une seule et même chose: je ne sais pas où est cette jeune femme, je n'ai rien fait, je ne sais pas quoi vous dire, et bien évidemment, je n'avouerai strictement rien, puisque je n'ai rien à avouer. En 1992, la justice classe l'affaire. Pour la police, en fait, ils se sont basés sur le fait que c'était une fugue amoureuse. On n'avait pas toutes les techniques de recherche comme actuellement. Ils n'ont pas raccroché les wagons pour pouvoir arriver à une enquête correcte. Et en fait, on ne nous a pas cru, on ne nous a pas entendus. Pourquoi? Vous savez, moi, j'étais toute jeune, j'avais 20 ans, j'avais un bébé de 9 mois. J'ai perdu une sœur, je ne sais pas ce qui m'arrive, C'est là que j'arrive pas à parler parce que j'ai toujours encore du mal, en fait, à en parler. Est-ce que vous pensez que si, à l'époque de la disparition de Françoise, il y avait eu toute cette mobilisation citoyenne qu'il y a aujourd'hui avec Sophie, peut-être les choses auraient évolué différemment concernant l'enquête? Oui. Et c'est un soutien... Enfin, je sais pas, si on avait eu tous ces gens qui vous disent « mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Allez-y, on croit en vous, vous méritez une justice. Il faut qu'il y ait justice pour Sophie, pour Françoise. » Ça nous porte. Et ça, vous l'avez pas eu à l'époque? Non. 10 ans après la disparition de Françoise Aumann, un banal contrôle policier fait tout basculer. À la frontière franco-suisse, Reiser est arrêté par les douaniers et sommé d'ouvrir son coffre. À l'intérieur, un inquiétant arsenal
Armes, pieds de biche, produits anesthésiants, menottes, mais aussi des photos de jeunes femmes nues, inconscientes et dans des positions indécentes. Placé en garde à vue, il explique qu'il s'agit de simples mises en scène réalisées avec des prostituées payées et donc consentantes. Même s'il nie avoir abusé de ces femmes, Jean-Marc Reiser devient un potentiel prédateur sexuel aux yeux des enquêteurs. Au point qu'ils cherchent à établir s'il ne serait pas aussi l'auteur d'autres agressions sur des femmes commises ces dernières années. Comme à La Ruscade, près de Bordeaux, où Reiser a passé des vacances. « 22 août 1995. Une touriste allemande de 22 ans parcourt seule le département des Landes. Un soir, elle décide de faire du stop. Un homme la fait monter dans sa voiture. C'est le début d'un cauchemar de plusieurs heures pour la jeune femme. Il va s'arrêter dans une forêt et va la violer une partie de la nuit sous la menace d'un cutter, et donc qui lui avait passé le cutter sous la gorge, lui demandant évidemment de ne pas parler, de ne pas déposer plainte, de façon à avoir la vie sauve. Elle a réellement pensé qu'elle pouvait mourir si elle ne se soumettait pas à ce qu'il lui demandait. Et la mort, elle l'a vue en face. La jeune Allemande porte plainte, mais les enquêteurs ne parviennent pas à l'époque à identifier son violeur. C'est 2 ans plus tard, grâce aux photos pornographiques, que les policiers remontent sa piste. La jeune femme va pouvoir faire face à son agresseur. Il lui est présenté au milieu d'autres hommes. Ma cliente va identifier de façon formelle son agresseur en la personne de M. Reiser. Elle va également, évidemment, décrire la voiture, la couleur de la voiture, une partie de la plaque d'immatriculation. Donc tout cela formait un faisceau de preuves qui laissait penser que Jean-Marc Reiser pouvait être l'agresseur de cette autostoppeuse. Une confrontation est alors organisée. Face à cette jeune femme, nous avons un homme qui obéit à un profil extrêmement particulier. Il sollicitait ma cliente en lui demandant « mais regardez-moi, ce n'est pas moi, vous devez vous tromper, vous avez fait une erreur ». Et c'est extrêmement peu fréquent de voir un mis en examen se lever dans le bureau du juge, prendre différentes poses de face, de profil, de 3/4, s'abaisser et d'avoir cette liberté-là face à un juge. La jeune femme ne se laisse pas intimider pour autant. Elle maintient ses accusations. Condamné pour viol, Reiser écope de 15 ans de prison. Une condamnation qui va relancer l'affaire Françoise Aumann. Jean-Marc Reiser continue de nier, mais il est quand même renvoyé devant la cour d'assises de Strasbourg en 2001. Un procès sans preuve matérielle, sans le corps de la victime et sans aveu. Verdict, Reiser est acquitté. On est dévastés, on sait même pas ce qui nous arrive. En fait, on s'est pris un tsunami dans la figure. On comprend pas, en fait. Et on rentre chez nous, en fait, avec cette douleur et cette incompréhension et ce verdict. Et on s'est... En fait, on n'a pas avancé dans rien, ni dans le dossier, ni... Je vais vous donner un élément que vous ne connaissez pas. Lorsqu'il est acquitté par la cour d'assises de Strasbourg en 2001, les policiers de l'escorte le ramènent à la maison d'arrêt pour les formalités de levée d'écrou. Il regarde les policiers et il leur dit « Je les ai bien eus », parlant des jurés de la cour d'assises de Strasbourg. Il a peut-être même dit « Je les ai bien B.A.I. » voilà, bien, vous avez compris.
J'ai ça noir sur blanc dans mon dossier. Et la pièce démontrant ce que je dis, je l'ai produite à Madame le procureur de la République de Strasbourg. Ce comportement est atroce. Ça fait vomir, si j'ose ainsi m'exprimer. Voilà ce que ce monsieur a déclaré dans les minutes qui ont suivi l'acquittement. Là, le problème, vous l'avez bien compris. Acquitté du meurtre de Françoise Aumann, Jean-Marc Reiser le sera pour toujours. Pour que l'affaire soit relancée, il faut s'appuyer sur d'autres chefs d'accusation. Redémarrer le dossier. Il fallait donc que je trouve une qualification juridique différente du meurtre pour faire réactiver les investigations. Alors effectivement, j'ai pensé au crime de séquestration et j'ai pensé au délit de recel de cadavres. Et s'il y a des charges suffisantes, une mise en examen peut s'en suivre. Croisons les doigts et puis espérons pour le mieux. Vous vous sentez enfin entendu aujourd'hui ? Oui. Moi, si on pouvait juste éclaircir tout ça au niveau de la justice, ça, je pense que ça ferait beaucoup. Je pense qu'on a le droit. On a le droit à une nouvelle chance, si on peut appeler ça comme ça. Oui, de revoir les choses et puis surtout d'essayer de réparer certaines choses. On vient dire, et de plus en plus fort d'ailleurs, que Jean-Marc Reiser a été acquitté à tort. Donc l'affaire Aumann, la condamnation pour viol prononcée par la cour d'assises de Dijon de mémoire font que le profil de Jean-Marc Reiser est lourdement plombé. Ça fait beaucoup ? Ce sont des éléments qui sont difficilement incontournables. Et il faut savoir les intégrer aussi. Ça ne sera pas simple. Incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg, Reiser vit à l'isolement. Il continue de nier toute implication dans le meurtre de Sophie Le Tan, ainsi que dans la disparition de Françoise Aumann. Le cousin, suivi des parents de Sophie, Duong, un ami proche, ainsi que tous ceux qui les soutiennent depuis 1 an, se livrent à un rituel essentiel dans la tradition vietnamienne. Pour que l'âme d'un défunt repose en paix, ses proches doivent lui rendre un dernier hommage là où sa vie a pris fin. En silence, dans le recueillement. Vous avez toujours été là dans les moments les plus difficiles, jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous remercier du fond du cœur. Parce que maintenant vous faites partie de la famille. Et je sais que vous serez toujours là, même pour la suite. Ils sont très touchés. Et j'ai même moi du mal à garder ma voix normale. Donc, continuons pour connaître la vérité. Et puis on sait que c'est pas fini. Ouais. Mais c'était important de venir et de se recueillir aussi. Voilà pour ce document. Vous nous retrouvez sur franceinfo.fr, rubrique magazine. Merci à vous pour votre fidélité à ce soir 20h, toute l'actualité. Puis 20h30 le samedi avec Coluche, Louis de Funès et Maïté. Bel après-midi.